Alo 1, 2, 3 deneme. Or, quelle différence y a-t-il entre une superposition temporelle, bien sûr, ou spatiale, pourquoi pas, c'est la même chose pour moi, et juxtaposition. Est-ce possible une juxtaposition? Effectivement, il y a une nuance, mais un peu à discuter. Juxte. Quand on dit juste, on devient juste et à position. Et quand super, c'est Uber et c'est hyper. Oh, si c'est facile, la langue latinisante. C'est pauvre. Pauvre en idée, riche en temps. Getirme getirme buraya getir. Une sœur, indéfiniment, désespérément, la famille. Ben, il y a deux choses à dire et il faut procéder par ordre. Mais quel ordre, c'est ça. Il faut faire des choix sur des lignes qui s'entrecroisent. D'abord, la météorologie. Il fait beau, bien sûr, on est en plein été, mais il y a du vent du sud, qu'on appelle ici l'odos, qui fait haute mer, comme on dit. Et ça a une conséquence directement sur le corps. Sur l'esprit, je ne sais pas, mais ça fait d'abord un rafraîchissement. Mais, comme on dit, enfin, selon un census communiste d'ici, de cette ville, elle s'appelle frapper. Ce vent peut vous frapper, disons, vos ossements. Un point, voilà. Enfin, c'est pas le moindre des choses qu'on puisse dire concernant la multiplicité de paramètres parmi lesquels il faut tracer un diagramme pour procéder par ordre. Ça peut être le plus large cercle ou diagramme dans lequel comment on voit les autres diagrammes. Plus important peut-être, on va les parsemer ou bien les composer ensemble. C'est ça. Moi, je préfère d'emblée la météorologie. Mais il y a le futur, pardon, le passé proche, c'est-à-dire hier, la notion d'hier. Et je veux parler, je crois, voilà, de ce genre de découpage. Et si vous voulez de prendre de profil relief, autrement dit, des séries d'Abstandungen, selon la méthodologie phénoménologique. Il y a passé proche, hier, notion d'hier. Il y a des appellations, donc des choix, des découpages. Donc la notion même de hier qui s'impose comme schème. Et qu'est-ce que je fais pendant tout ce déroulement temporel? Je fais des films. Je me préoccupe d'abord de moi-même, mais justement pour ne pas me préoccuper de moi-même, pour ne pas être dans une sollicitude et dans une soliloque, je m'ouvre vers l'extérieur qu'on appellerait la ville, l'urbain, le quartier, littoral, lieu, site historique, les lieux découverts, etc. Donc une amplicité et parmi et sous laquelle quelqu'un X ou bien moi
moyenne chercherait des aidéticités qui seront enfuis. Des aidéticités enfuies. C'est le nom, le titre d'un de mes films, assez court, assez dense, qui est fait. Je ne sais pas si j'ai publié, mais ça date encore à peu près du mois de mars de 2020. Donc, il y a passé proche, il y a passé lointain, ou bien moyennement lointain, 2020, qui s'impose chaque fois que je commence à faire quelque chose. Donc, un retour au sens retentionnel. Il y a une adresse qu'on peut appeler le nœud référentiel. Là, entre un maintenant qui est 2024, maintenant passé déjà devenu fin de mois de juin et aujourd'hui probablement 1er juillet. Donc, impossible d'arrêter une flèche du temps qu'on appellerait la chronologie et qu'on place sous une ligne de diachronique et on jette des coups d'œil, entre guillemets, où on prête des oreilles et on feuillette les anciennes traces des notes, des œuvres, des fragments. Et dans une simultanéité, encore au choix, selon ce qu'on nous a imposé. Donc, parmi les traces écrites qui se découpent et qui se posent dans le passé proche, donc hier, c'était ce texte célèbre de 8 mars 2020, intitulé brièvement Malum Bonum. Là, sur lequel je travaillais, et j'ai fait un film qui s'appelle, qui a un rapport avec le vent, justement, qui s'appelle Que le dieu Pan relève la voile d'Isis, le souffle du dieu, que le souffle du dieu Pan relève la voile d'Isis. Donc il y a déjà beaucoup de choses. Un titre qu'il s'agit d'une œuvre quand même artistique, d'un film en l'occurrence, qui comporte déjà le vent d'hier et le vent d'aujourd'hui qui m'a frappé au sens non pas métaphorique, mais au sens corporel, physiologique. Voilà, au moins on a fait ce découpage, un petit tour d'horizon. Et dans ce texte d'hier, qui s'impose toujours dans mon archive, à partir de son titre, et je reconnais au sens de la recognition son contenu, mais quand même, sérieusement, c'est que hier, je l'ai réécouté et je suis à peu près dans le fait de son contenu, disons noématique. De quoi il s'agit? Il s'agit, à mon grand étonnement, d'une grande litanie des dénominations, ou des apostrophes, mais plutôt des dénominations, on peut dire facilement des adjectifs ou des prédicats de l'homme. Mais d'une énumération étonnante, parce qu'il ne s'agit pas d'une ode ça ne suit pas une ode réparable. On n'arrive pas à saisir l'ordre, procédé par lequel on nomme ou on dénote, on attribue justement l'homme, encore une autre appellation, avec tant d'adjectifs.
disparates, mais chaque fois qu'il y a une faille entre un adjectif ou un prédicat et entre un autre prédicat, ça fait à la fois une ironie, ça fait c'est ironie, mais quel genre d'ironie? Il fallait parler de la notion de l'ironie, ironie socratique, ironie romantique, ironie postmoderne, pourquoi pas, pour aller vite. Et pourquoi ça dérange l'ironie? Pourquoi ça ne fait pas rire, pas simplement? Parce que je trouve que quand même, il n'y avait presque rien à rire, sauf que moi, même dans mes présentations, je ris très souvent. Donc, je sens, avant de prononcer, pour faire un mot insolite, pourquoi pas, je commence à rire. Donc, avant de proférer, je sais ce que je veux dire et ça me fait rire. Et d'où un rire retenu me permet à m'enchaîner à une autre ironie ou à mon propos ordinaire, entre guillemets. C'est ça, à peu près, sa fonction, partiellement, vu de ce point de vue. Mais il y a des autres points de vue qui... Donc, si on distingue les couches profondes, noématiques, disons, unité de moi avec ses souvenirs dits naturels ou Erinnerung, c'est-à-dire souvenirs intériorisés sans l'aide de n'importe quel mnémotechnique, on peut les accéder à l'intérieur d'un fonctionnement de l'esprit d'être humain. Et il y a une autre couche dans laquelle on a des recours à des traces écrites ou à ces titres uniquement, donc pas au contenu directement. C'est ça qu'il fallait distinguer qu'on a fait. Donc, les titres qui s'imposent, qui nous rappellent que ceci existe comme trace, écrite ou sonore, mais dont le contenu est fermé, nous, et il y a un titre qu'on peut appeler le nom, un énoncé, une vue partielle, métaphorique ou oblique, qui ne donne pas le contenu directement, et donc il y a une différence du contenu qui nous étend à une deuxième rencontre et qui nous fait penser, cette fois-ci, une autre couche ou un autre profil dans ou au milieu duquel on a eu cette Stimmung qui a permis à écrire une telle trace à partir de quel ordre ou coordination, disons, mentale, pour ne pas dire spirituelle, il faut éviter certains mots. Voilà, état des âmes qui arrive dans les différentes périodes, les différents états d'âme essayent de s'accéder pour voir si on peut les enchaîner, et pour voir justement, ou simplement, ce qui va en passer, ce qui va se passer. On peut dire une simple curiosité, mais d'un autre point de vue, une étude sérieuse faite sur soi. Mais j'ajoute qu'il ne s'agit pas d'un enfermement, une soliloque de soi. Peut-être il y a une fuite, du moins, vers l'extérieur, mais au prix de quoi? De tomber dans l'implicité, dans le disparate, dans une autre sorte espace, extra parties extra, donc fragmentaire,
comportant des lacunes ou des non-intérêts, et il y a des points d'intérêt parsemés, disons dans une géographie ou dans une topographie urbaine, qui serait la mienne. Donc, le concept de mien était ramasser cette disparité dans une unité et qui la met en ordre à la fois spatial, c'est-à-dire selon les critères de proche ou loin, donc distance et proximité, et l'importance, c'est-à-dire une différence de degré entre leurs différentes couches et leurs priorités. Par rapport à quoi cette priorité? Par rapport à la tâche actuelle, maintenant, qu'on va se donner comme tâche par un acte de liberté, parce que ça ne s'impose pas dans un travail de libéralité, qu'on appellera la philosophie, l'art, praxis au sens général, au sens aristotélicien, et non pas faire. Je suis contre à cette... On peut mettre entre guillemets la notion de faire, qu'il faut d'abord distinguer de agir, effacer, comme Kant fait tout de suite. Donc, praxis, ça comporte plusieurs couches qu'il ne faut pas traduire uniquement avec, au sens étroit, pragma. Hegel distinguait quoi? Tat et Tun. Et la notion de Wirklichkeit rafraîchissait toute rapproche à la notion de pragma. Donc, qu'est-ce que je fais? Dans quel genre de pragma je me trouve, ou je veux que je me retrouve dans un pragma? C'est un atelier, c'est un chantier de travail dont je parle. Donc, il faut distinguer dans une étape suivante, mais qui est déjà inscrit dans le discours, c'est la couche télétechnologique ou logotechnologie. C'est à partir sur laquelle je fonctionne avec les machines, soit machine de capture, caméra, microphone, et ce que j'appelle l'archive, c'est quand même l'ordinateur. Et l'écrit, papier, livre, tout est fragmenté, tout est en liaison, mais tout est sans liaison. Effectivement, le mot magique qu'il faut révéler maintenant, c'est liaison, justement. Là où on a commencé notre étude catégoriale, et sur le sens interne, c'est-à-dire le temps, phénoménologique du temps, du sens interne. C'est le titre d'une autre film. Alors, le mot magique qui sera liaison, en allemand, je préfère, en pensée philosophique, pourquoi qui nous dit Verhältnis. Verhältnis comporte un halten, un halt, une attention et un certain séjour que je peux traduire, s'attendre autour ou dans laquelle se loger dans une problématique qu'on s'impose librement, comme il faut être dans une pragma. Cette extériorité de la machine en nous, dont le contenu ne nous a pas transparente,
parce qu'ils gardent eux aussi jalousement dans une fermeture non d'éclos leur contenu. On est curieux de voir, mais on n'a pas le temps de l'ouvrir, d'éclore le contenu d'un titre qui est capté par la machine, qui est gardé par la machine dans une, disons, distance respectueuse, parce qu'il y a des catégories morales qui entrent dans ce concept de liaison, et non pas une relation seulement mécanique. J'ai à peu près tout dit, mais dans le contenu me fait un véritable problème, et avec ces accidents, cette fois-ci, non pas au sens de prédicat ou adjectif, mais véritable accident survenu dans la machine et dans les méandres de la machine et dans mon rapport à ma machine, c'est-à-dire à mon ordinateur, à mon caméra, à mon des trucs. Accident au sens de des choses survenues et out of order, justement, ce qui ne fonctionne pas, ce qui n'est pas ordonné, ce qui ne nous obéit plus, c'est-à-dire au flux du conscience, qui n'obéit plus, un obstacle, une négativité dans la machine, et dans notre rapport à la machine, bien sûr. Ma machine elle-même n'a aucun dérangement. Voilà. Out of order, en anglais, veut dire ça ne fonctionne pas. Il y a un obstacle, il y a une opacité qui ne redonne pas la transparence du flux, qui ne redonne pas en échange. Donc, elle garde, la machine garde la mémoire jalousement, respectueusement, pour nous, à notre demande, mais dès que nous aurons besoin, l'accès à la machine est bloqué, ce qu'on appelle scandalon. Je suis interdit de machine, voilà. J'ai traduit le mot scandalon comme Lacan un peu, ou bien j'ai fait un rapprochement comme Lacan, comment il fait, je ne sais pas, mais il fait un rapprochement avec Aristote et Éthique Nicomaque en parlant de l'inceste qui n'a rien à voir avec notre propos, mais interdit. Peut-être il est en question d'une part scandalon, escatolon, qui aura voilà, un rapport étymologique avec scandé, scandale, scandé et scata, de l'escatologie et notre quoi, fonctionnement scatologique. Donc, ce qui est de l'ordre de choses tues. Rejeter, je dirais, par scansion, par moment eidétique, justement, pourquoi pas, parce qu'il s'agit des contenus, quand même. Là, on parle formellement, par leur aspect extérieur et par leur enchaînement possible, mais leur contenu, disons, eidétique et des eidéticités enfuies aura pu penser de cette manière
aussi. Il y a beaucoup de choses quand même, n'est-ce pas? Même il y a la notion, pour dire fragmentarisation à distance, coupure, rupture, il y a maintenant le mot inattendu avec l'inceste encore plus inattendu, scato. Scato et fugue, c'est un genre musical apparemment. Et j'ai prononcé le mot fuite, fuite de moi, fuite du soi, et tomber dans l'implicité. Et donc, dans une chose attirante, comme divertissement, joyeux comme le vent frais de l'été, qui a un rapport, bien sûr, avec le souffle de Dieu, Pan, et sa voile à Isis sera enlevé, finalement, dévoilé dans une déclaration. Donc le mystère est gardé. Garder veut dire halten, ou bien wachlende Wahrheit, pourquoi pas. La vérité, c'est entre ces divers ordres où est dérobée la vérité à moi. C'était ça, mon propos, et j'ai bien, disons, je me suis encore bien sorti de l'affaire, si on est sorti de l'affaire, ou bien on est juste absorbé par l'affaire dans laquelle nous travaillons et nous nous secourons, nous demandons du secours humain à secourir, et que j'avais dénommé Dieu Pan. Dieu tampon. C'est bien. Voilà, c'est une ironie non volontaire qui s'est faite tout à l'heure. Dieu, avec cette union Pan, maintenant devenu Dieu qui est en Pan, out of order, qui sort de l'ordinaire. De l'ordinateur, Dieu qui sort de l'ordinateur. Il faut que j'arrête là, et Dieu tampon. Ordinateur est tampon, moi je suis en pan, et qui va souffler, qui va porter un secours à cette pauvre Isis. Isis, c'est qui? Isis, tout ce qui se monte d'emblée dans ce que nous appelons amplicité disparate, dans laquelle nous nous réjouissons et nous tombons encore dans un non-accès interdit d'accès, et nous retombons dans notre topos, c'est-à-dire dans notre petite maison esprit, qu'on appellerait Heimat, notre petite maison, boîte noire, caméra obscure, et cette ouverture allait vers pour fuir le moi entièrement cavernesque du moi, fugue, une traduction abusive, peut-être, et d'une part, caverne, ce n'est qu'une métaphore, le flux ininterrompu, c'est encore pire que le caverne, parce que dans son coulet, c'est encore plus inatteignable qu'une intériorité d'une caverne, qui aura en plus une fenêtre ou une ouverture, comme dans le modèle de monade. C'est encore assez confortable. Voilà. Vous voyez, les couches s'entrejouent et se contaminent par sens
enfui, mais tout se passe dans la surface de l'empiricité et sous nos perceptions, pas notre sens interne, mais tout est extérieur. Tout est extérieur, donc non transparent. Pour nous, qui comporte des discontinuités, qui fait des obstacles et des problèmes, qui nous pose comme problème, et ça devient notre tâche à résoudre comme pragma. Non, qu'est-ce que tu fais? Je vais bien, voilà. Le contenu de faire, c'est ça. Rien d'autre. Formellement parlant. Indépendamment du contenu, on a ouvert quand même quelques titres, Malum Bonum, et l'autre, le Dieu Pan, qui relèverait la voile d'Isis. Une autre titre de cette fois-ci du film. Une troisième, c'était le titre quand même très phénoménologique, les Aïdécités enfuis. Ça existe un film comme ça, mais depuis des années, donc depuis au moins 4 ans, j'ai regardé, je ne peux pas assurer le contenu. Ça peut être bien, ça peut être mal, bon, malum. C'est unheimlich. C'est pas, l'accent n'est pas interdit, mais unheimlich, et il faut être il faut prendre des précautions, autoprécautions. Il faut prendre des cautions. C'est un sujet à caution. Donc déjà un conditionnement hypothétique dans un mouvement de hyperbole. Qu'est-ce que je disais pour hyperbole l'autre jour? Hyperbole, pour traduire quoi? Ah oui, surface, sur-espace, tout ce qu'on peut appeler le plus large cercle qui engloberait les autres cercles pour définir l'espace extra partes extra. Parthèse extra parthèse. Et on appellerait une espace hyperbolique, disait-il, je crois, au serment, le livre intitulé La poésie de l'univers. Voilà, hyperbolique, ironie, il y a plusieurs choses qu'il faut procéder par ordre, mais comment? Alors, si on va procéder par ordre, quand on a difficulté d'ordonner, coordonner les coordinates, comment procéder par ordre? Je disais dans ce jungle, d'où nous venons comme espèce humaine, mais j'ai pas utilisé le mot jungle, j'ai utilisé le mot méandre de l'esprit, pourquoi pas, et pour signifier le flux ininterrompu de la conscience. Donc on est dans l'élément de cogiter, mais en passant forcément par les télétechnologies que j'appelle logo-technologie avec Lyotard, logo. Et hier, je suis tombé encore sur le synopsis du livre de Jean-Luc Nancy, alors que dans le film où j'avais fait l'enregistrement il y a 4 ans, je citais le livre maladroitement, je disais syncope du discours, alors que le livre intitulé Le discours de syncope, et je disais maladroitement que ce livre appartenait à Sarah Kaufman, c'est faux. Donc on commence par ordre, par erratum. Pourquoi cette erreur? Alors, Nancy expliquait dans la synopsis de son livre
que c'était le deuxième volet d'une trilogie dont le premier est déjà publié, qui s'appellerait Daedalus, logo Daedalus. Je crois que ça vient directement de James Joyce, Daedalus. Le logo Daedalus peut être même, cette expression peut appartenir à James Joyce, ou bien c'est Nancy qui l'a ajouté le logo Daedalus. Donc j'ai utilisé le mot jungle, méandre, maintenant Daedalus, dédale de l'esprit. C'est ça, possédé par ordre. Et deuxième ordre, c'est dans cette jungle, dans cette méandre, dans cette dédale de l'esprit. Là, Ejarian disait qu'il faut une plongeur de Delos pour nous, comme épitaphe. Il faut l'ajouter, mais c'est Roland Barthes qui procédait par ordre alphabétique dans cet désordre. Ils n'ont pas osé, ils préféraient procéder par ordre parce que c'est la seule systématicité, complètement arbitraire, bien sûr, mais universellement, entre guillemets, reconnue comme ordre. C'est soit hasard de notre machine à écrire chère à Michel Foucault, comme un énoncé à peu près reconnaissable et dont la signification est nulle, sauf une convention machinique qui n'est pas complètement arbitraire ou hasardeuse, bien sûr, qui contient une certaine occurrence, un algorithme de frappe. Et je disais le mot frappe, là, j'étais frappé par le vent. Et donc je suis malade, troisième ordre de choses, corporelle, charnelle, pour une reconstitution phénoménologique. J'ai mal à me promener d'une chambre à une autre à l'intérieur de la maison, loin de sortir, faire une excursion. Mais c'est déjà bien parti, l'excursion, au sens où l'ordre du jour est déclaré dans le petit matin. À partir de ce deuxième enregistrement. Premier enregistrement, c'était quoi? Une explication de l'ordre du jour, une esquisse de travail, framework, là où on se trouve, d'où on venait là, maintenant, et qu'est-ce qu'on va faire prochainement. Donc l'ordre du jour, c'est quand même déterminer les coordinates, et d'où répondre à cette question, où en étions-nous? C'est encore le titre d'un grand article de Jean-François Lyotard qui se trouve sûrement dans la faculté de juger une œuvre, un collectif, un livre. Où en serions-nous? Qui va nous répondre? Où en était resté? Voilà la coupure. Quelqu'un qui se demande ses coordinates dans ce fluxus. Il n'y a rien de flux. Mais tout est parsemé au sens de disséminer. Là, l'ordre s'impose, mais de quel droit? D'une nécessité, d'une contingence ou du seulement du possible, c'est encore, on est dans le dédale des catégories. Et peut-être troisième couche, après, donc l'ordre alphabétique de Roland Barthes, comme on a quand même prononcé le mot catégorie encore, en disant possible,
nécessaire, apodictique ou assertorique, contingent, ou absolument nécessaire qui s'impose, etc. C'est encore une catégorisation au sens de modalité. Alors, le grand roman d'Orhan Pamuk, dans le grand roman d'Orhan Pamuk, il y a une forme d'ironie concernant les catégories kantiennes qui aurait inventé ces 12 catégories à Istanbul par une j'invente Mahmoud Efendi, sans connaître bien sûr Kant, ni ayant une connaissance de l'histoire de la philosophie, ni d'Aristote. Il aura construit un bon ébéniste dans son atelier ou à la maison, comme l'un de nos grands sultans, je crois Abdülhamid, lui, il était un amateur, et il faisait du travail artisanal, à ce pur plaisir, il était ébéniste, en amateur. Pour ce temps libre, là, il ne gouverne pas le pays. En tant que souverain, on parle d'un sultan. Mais Orhan Pamuk, il parle de n'importe quel effendi, un monsieur d'Istanbul qui aura fait une grande armoire à tiroirs, à 12 tiroirs. Et il savait quoi faire. Donc, c'était pas seulement pour la raison esthétique ou usage, il avait une raison de le faire qui m'échappe, mais c'est quand même un tiroir, image de tiroir et catégorisation que j'ai tendance à traduire catégorie avec Heidegger transcender, donc aller vers donc un certain rapport prépositionnel, aller à, venir de, voilà, truth, durch. J'ai toujours défendu cette idée que, en fait, l'origine des catégories, avant même d'Aristote, c'était déterminé par le ratio de la langue grecque, par sa grammaire, surtout par sa structure prépositionnelle, et qu'on appellera plus tard cinq catégorèmes, pour le distinguer des catégorèmes où la partie, selon notre distinction, la partie vocabulaire, dictionnaire d'une langue, vocabulaire d'une langue aura, sera sa partie, entre guillemets, empirique, donnée, phonétique, une divertimento phonétique d'une ethnicité dans une enclave plus ou moins indéfinissable, dont la frontière plus ou moins déterminable, mais toujours synchroniquement ouvert à un certain moment de différenciation, variation, donc à un développement. Et l'autre partie de la langue, c'est sa grammaire, donc véritable matrice d'une langue, se trouve dans sa structure grammatique, donc toute sa logicité inébranlable, comme destin, aura été imposée par sa partie grammatique. Effectivement, j'ai lu ça sûrement dans les analyses de Derrida, de la grammatologie, et Derrida
soupçonner aussi cette distinction assez encore aristotélicienne qui reste toujours dans cette présupposition de distinction claire et nette de idéal et sensible. Partie donc vocabulaire sera le côté sensible d'une langue, partie intelligible sera sa grammaire, comme si on pouvait distinguer si nettement ces deux parties. Voilà, le parti syncatégorème qui n'est ni tout à fait logique, parce que c'est spatio-temporel, aller vers le nid de, je parle de cet datif, génitif, accusatif, qu'on a formalisé comme ça, qu'on a très bien fait, mais plus de cela, on a besoin encore une version plus lapidaire et formelle qu'on appellerait table de catégorie. Est-ce que ça nous empêche d'user le langage ou bien au contraire, ça nous aide à formaliser avec cette partie immense qu'on appellera Hülle, la matière grise d'une langue, que son trésor de vocabulaire. C'est pas une appellation scientifique, véritable trésor, c'est ça, sa capacité de s'engendrer phonétiquement dans un moment de différenciation pour faire du sens, pour faire de sorte qu'il y aura du sens. Donc, ces phrases, ce sont des énonciations et non pas des formes catégorielles, ni prédicaments, ni aspects, mais un moment qui ressemble assez au flux de conscience qu'on appellerait parler, tout simplement, et écrire aussi. Y a-t-il une différence si nette entre la langue et la parole, comme nous imposait ou proposait Ferdinand Saussure. Lui, Ferdinand Saussure. Voilà l'énigme qui a dépassé l'ordre du jour. Donc, entre plusieurs choses que j'ai dit, il faut trouver un fil conducteur. D'abord, 2-3 fils. Un, litanie de noms ou adjectifs attributs de l'homme. Du texte 8 mars 2020 dont j'avais fait la lecture, mais c'était un peu égaré à cet enregistrement, bien que tout est tout le temps visible et ça saute aux yeux, mais hier j'ai apposé, si vous voulez, c'est pas une superposition, mais j'ai apposé à des images très récentes, une grande découverte faite le vendredi dernier, aujourd'hui c'est lundi, ça peut être samedi. Donc je ne parlerai pas, sauf que le nombre de films, voilà, que le vent, que le dieu Pan souffle, le souffle du dieu Pan relève la voile d'Isis. Donc, cette litanie des adjectifs, une certaine catégorisation de l'homme au sens très large et contradictoire, donc toutes sortes d'adjectifs intervenaient, et litanie finissait d'une manière abrupte, apostrophiant l'homme, en général, bien sûr, va-t'en, va-t'en. Comme s'il s'agissait d'une Satan, va-t'en, diable. Voilà. Un deuxième volet
comme fil conducteur, c'est table de catégorie, table de rien, que j'appelle suivant l'allemand Tisch. Donc ça renvoie la table des lois, des Camerons, des commandements. Donc il devrait y avoir quelque chose avec Dieu, même table de rien, ens imaginarum de Kant peut-être faite pour ça. Mais dans l'avant-dernier film, je proposais une série abstraite où on peut, comme à la manière de Ibn Arabi qui faisait dans le trésor de sagesse, pour l'épiphanie des prophéties, prophètes, qui sont unifiés sous la dôme ou sous le toit, justement, du Coran, faire le même herméneutique, méthodologiquement même, pour la divinité ou angéologie, une sorte d'angéologie hellénisante, ou y compris Mésopotamie, donc les divinités de Babyle et Perse. Et je disais, enfin, je présentais le projet de ces demi-dieux, dieu plante, dieu animal, dieu homme, semi-mortel, toute cette variation que j'appellerais des séries abstraites, irréelles. Pourtant, il s'agissait encore de catégorisation, cette fois-ci des dieux, et à la fin, je disais que ça ne m'intéresse pas aujourd'hui faire cela, et moi, je m'intéresserai seulement avec peut-être Pan, et je citais quand même Dionysos, qui sera sans père, sans, justement, sans mère, parce que son père Zeus qui l'aura engendré de ses cuisses. Et donc je retenais Dionysos, dieu Pan, et je citais le nom de Kentor, et je crois que je citais aussi le nom de Oedipe, et en plus, je montrais un tableau très connu, Oedipe devant le Sphinx, parce qu'il s'agissait encore d'une énigme à résoudre. Mais cette image que j'adore quand même, le peintre, c'est qui, je dirais Jean-Louis David, mais je ne suis pas sûr. Oedipe, concernant donc hédiéité de l'homme, cette énigme concerne les jambes, n'est-ce pas, énigme de Sphinx concerne les jambes, la mortalité, et surtout les jambes et Oedipe, et cuisses de Zeus. Voilà. Une certaine catégorisation exquisée concernant divinité que j'appellerais l'immigration des anges. Et c'est encore plus intéressant, mais l'expression ne m'appartient pas. C'est dans mes 20 ans, effectivement, j'ai découvert ce petit roman d'une grande philosophe turque, Önay Sözel, qui s'appelle simplement, précocement, Autrui ou Autre, un roman turc qui contient une exquise d'angéologie et plus précisément immigration des anges de l'Orient vers l'Occident. Beaucoup plus années plus tard, Önay Sözel a écrit un roman encore
qui porte le titre d'Isis, plutôt le nœud d'Isis, Isisin du mur. Il s'agirait d'un archéologue, d'un intellectuel. Ça me rappelle vaguement une construction de son roman, Isis à Harold, c'est-à-dire ce petit roman sur lequel Sigmund Freud a écrit un livre intitulé Rêve et délire, qui concerne encore des jambes d'une effigie sous les laves de Vésuve, enseveli, donc vif. Une jeune fille ensevelie vif dans les ruines protégées, conservées de Pompéi. Bon. Fil conducteur est devenu la marche, le pas, la jambe d'une effigie très connue finalement, cette effigie de femme serait de Pompéi. Bon. Table de catégories, table des dieux, immigration, classification des dieux, hypostase, les nœuds, c'est très juste titre de son roman, mais dans les mêmes années peut-être, donc 2006, entre 2006 et 2012, j'avais écrit moi aussi un grand œuvre qui s'appelait Mylène. Donc le nœud correspondrait à cette tiroir d'une immense table de catégories, soit pour les hommes, pour les demi-hommes, soit pour les mortels, donc pour toutes sortes d'entités qu'on peut appeler ens. Ens négative dans la table de rien de Kant, ens privatum, ens imaginarum. À mon avis, il faut appliquer la même méthodologie dans la lecture de la comédie divine de Dante. Une œuvre très, entre guillemets, persan, style persan, à la manière de Goethe, avec son divan à Bellande, Occident, Orient, divan d'Orient d'Occident. Que une partie de mes textes était réunie sous ce titre de, à l'intérieur de Heftpunch, campagne d'Orient, campagne d'Occident, je crois. Doğu seferim, Batı seferim, Şark seferim. Voilà, donc immigration à ce sens-là, qui ne suit pas une ligne directe, mais repérable par la philologie ou par la mythologie. Justement, la philosophie de la mythologie, je crois, de Schelling qui peut nous aider, et comme a aidé à Friedrich Nietzsche, à mon avis, qui est complètement l'issue de cette idée. Romantisme allemand ou idéalisme allemand, et qui lui a permis d'écrire un livre, au moins, sur la naissance de la tragédie, et voilà. Je crois que
Ah oui, une petite note en bas de page sur cette spécialité de Unai Sözer en tant qu'angéologue, c'était ma définition et ma façon de présenter Unai dans la table des dieux, dans la présence de Giorgio Agamben, qui était agréablement surpris de cette présentation, Unai encore plus enchanté et surpris, qui sont restés perplexes. Et un ami dans le téléphone m'a dit l'autre jour que donc dans les mêmes années de notre rencontre avec Giorgio Agamben à Istanbul, Unai Sözer, moi et Agamben, donc dans un restaurant des professeurs d'Université d'Istanbul tête à tête, on mangeait midi et dans ces années-là, donc ça devrait être de 2000, au moins 2000 ou 2005, 2006. Après ces années-là, Agamben aura écrit une petite ou bien un grand article ou un livre que je n'ai pas vu, mais cet ami m'a donné des informations et là, effectivement, il aura suggéré cette petite anecdote dans son livre. Comment il a déchiffré, parce que nos noms ne sont pas cités sûrement, mais cette conversation, parce qu'il était très touché par ma façon de présentation de mon propre professeur de philosophie, Unai Sözer, qui est décédé il y a quelques années. Voilà. Un boucle se boucle. Voilà. Alors, on laisse en dernière ce qui devrait être en premier, c'est-à-dire ce qui me motive ce matin à faire ce enregistrement. Et donc, la raison initiale, c'était l'accident d'hier et avant-hier. Comme je déjà parlé de cet accident, mais sans donner le contenu. Il s'agit d'un accident d'ordinateur et de mon caméra par une inadvertance ou par une nécessité passagère. J'ai fait une faute ou bien un ange m'a châtié ou ne me accompagnait plus, etc. Il m'est arrivé quelque chose, comme d'habitude, d'ordinaire. Je faisais ce que je faisais d'ordinaire, donc transporter toutes les images trop chargées en pixels de mon caméra vers la mémoire de mon ordinateur. Il s'est passé quelque chose de difficile à comprendre. J'ai vidé tout le contenu de logiciel de caméra, plutôt une intelligence artificielle portable, et tout ce qui est utile en logiciel pour son fonctionnement, non pas seulement des images, c'est-à-dire ce qu'on appellerait les caches, en fait, plusieurs sortes de mémoire, tous ces fournitures, utilities, voilà, je ne trouve pas de nom parce que je peux dire cache, voilà. Mais tout ce qui fait fonctionner. Et donc, sa partie logique, sa grammaire était, avec les images, passée à mon ordinateur, mais où? Ça a pris quand même presque 48 heures à déchiffrer cela,
parce que tout cela était classé, mais j'ai découvert ça beaucoup plus tard, c'était classé sous la rubrique, donc sous le dossier que j'intitulais pour l'événement miraculeux et angélique de samedi dernier, en ce qui concerne ma découverte, redécouverte de cette caravansérail d'Ali Pacha, qui m'avait laissé bouche bée parce que c'était vidé de ses affairements contemporains, et donc il va dans le cheminement de devenir un musée qui mérite bien. La dernière fois, c'était des années, il y a même les années 2017 peut-être, dans une jour d'hiver, plutôt la nuit, après de longs voyages, promenades dans le littoral de Cône d'Or, finalement en rentrant sur le chemin, j'avais découvert pour la première fois et j'étais assis dans un court carré de cette caravansérail Han, Ali Pacha Han, mais c'était même l'heure tardive, c'était affairé, c'est-à-dire il y avait un coin du thé, ma présence n'était pas très bien vue parce qu'il faisait déjà noir dans cette soirée d'hiver, mais j'étais enchanté et bien sûr je ne pouvais pas photographier parce qu'il faisait noir, etc. Depuis, je ne suis pas retourné, mais dans ma tête, depuis pas mal de temps, y retourner, mais mon chemin est dévié toujours vers soit avec un bateau de plaisance vers Eyüp-Pierre-Loti, soit vers Palais de Topkapi, littoral qui va vers Samathia, ou Cankutaran qui veut dire first aid, n'est-ce pas, que j'ai spéculé tant sous le nom, etc. Je tourne autour, mais finalement, ce samedi, bien qu'il fait chaud, mais il y avait du vent, du pan, effectivement, je suis entré et j'étais resté bouche bée et j'ai eu une syncope, comme dans le livre de Jean-Luc Nancy, qui finalement qui fait une sorte d'interprétation de la théorie du sublime de Kant. Finalement, syncope, ça renvoie à Kant et une certaine destruction des schématismes et des concepts purs de l'entendement. Donc, fonction catégorielle, on est dans le vif du sujet, et j'ai perdu toutes les caches memory structurelles de mon intelligence artificielle, et donc j'ai perdu toutes les catégories logotechniques, et ça me fait syncope. En rentrant de caravansérail de Ali Pacha. Donc, un syncope en vrai, dans la journée, et le soir, à la maison, un syncope, cette fois-ci, télétechnologique, que j'ai remédié et j'ai décelé pendant, avec beaucoup d'efforts et avec un sentiment de culpabilité, sentiment d'être frappé par un ange, parce que dans la même journée, quand même, j'avais une deuxième découverte, redécouverte de cette maison, disons, pour l'appeler de Renaissance, qui ne trouve pas très loin de caravansérail de Ali Pacha. Et j'ai photographié abondamment, bien sûr, vers la deuxième moitié
de ce film qui s'appelle Que le dieu Pan, le souffle du dieu Pan, relève la voile d'Isis. Donc, aujourd'hui, si il va faire de l'angéologie, des lignes abstraites ou virtuelles irréelles, et ça devrait passer forcément, cette présence des anges qui sont des caches, c'est-à-dire non pas cachettes sous voile, mais ce sont des logiciels avec lesquels, avec les matrices desquelles nous opérons, par leur faveur matricielle, protecteur, dès qu'ils se cachent derrière des voiles, il se dérobe sous un dossier de fortune, mais comme un virus quand même, pour envahir le dossier entier d'Ali Pacha. Comment ils ont entré là? Pour les faire sortir après découverte de cette panne de Dieu, eh bien, ça m'a pris 20 heures. Les renvoyer à leur pays propre, c'est-à-dire les anges logiciels étaient l'angéologie, d'où vient l'angéologie. Les anges, les entités logicielles catégorielles de mon artificielle intelligence immigrées vers l'ordinateur étaient rapatriés à leur pays pour que tout fonctionne bien, pour que je continue à être captif, recevoir encore de nouvelles images et de nouveaux dossiers d'enregistrement sonore. Voyez, l'angéologie et logotechnologie se font remarquer, encore une fois, de cette façon, à partir d'une panne d'ordinateur, panne divine, qui me laisse bouche bée, c'est-à-dire syncope du discours, qui deviendra un discours de syncope, deuxième volet donc de trilogie de Nancy après son logo Daedalus. Troisième, ça devrait être cosmothéosophie, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr et je n'ai pas vu ce livre. Est-ce qu'il est sorti ou ça reste une promesse de Nancy? Voilà, Agamben, Nancy, Althusser, Freud et moi. J'avais parlé aussi à travers Inceste de Lacan, en interprétant avec Scandalon, c'était plutôt René Girard, les choses cachées depuis Fondation du Monde, là où il est question de Scandalon, et son rapport avec scatologie, c'est encore Lacan. Derrière ça, on peut trouver effectivement les arts merdes de Marcel Duchamp, ses équations. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme référence à donner? Voilà, le monde est étonnant. Et je commence à marcher, je recouvre la vue, ma cécité passagère est enlevée ce matin. J'ai évolué, je peux marcher entre les chambres, j'ai du mal encore au dos parce que hier soir, très tard, j'avais joué le volleyball et je me suis fait un pan et j'accuse pour rien les anges pour cette panne en disant que je suis frappé, c'est-à-dire schlagué, là où tout commençait dans le roman, qui s'appelle, intitulé, mon roman récent, d'il y a quelques mois, qui s'appelait Aux yeux d'autrui, schlagué, frappe.
frappe sur frappe, ou les sonneries de cloches, d'éclats. C'est ça, Tintelmarre. Maintenant, c'est plus calme. On retrouve le calme après le torrent de Pan, Dieu Pan. La voile est découverte. Ah oui, sans oublier, par cet accident survenu et dépassé, finalement, je me disais que j'ai réussi involontairement à faire entrer l'universel dans le singulier. Parce que le dossier Ali Pacha, c'était singulier. Normalement, ça devrait être une partie d'une universalité. Mais universelle, c'est-à-dire structure logicielle, matricielle, qui fait que toutes sortes d'images y entrent et sortent, c'est une grammaire seulement, mais une ratio résonante et gardante en respect était tout renvoyé dans une singulier qui a une forme, bizarrement, cette fois-ci, une caravansérail vidée. Vidée et une maison de Renaissance à Istanbul également vidée, parce que pour la première fois j'avais vu de l'extérieur et j'avais photographié sous la lampadaire de la rue avec quelques photos très fades. Par contre, ce jour-ci, j'avais abondamment pris des photos comme la maison de Renaissance est complètement vidée, j'aurais pu entrer, monter les escaliers, aller jusqu'aux cieux. Effectivement, l'intérieur était complètement dérobé, saccagé, alors que on avait ajouté un escalier cylindrique, spiral, qui va directement au toit. Au toit m'attendait un livre de TMM, un livre de catéchisme musulman. Effectivement, je n'ai pas résisté à la tentation de lire et enregistrer. C'est ça qui m'a frappé par une hanche. Et j'ai détruit l'inscription et je n'ai pas inséré dans mon film parce que ce n'est pas prêt. Ce n'est pas prêt une chose pareille. Dans ma lecture, j'étais critique parce que, par sa forme, le livre était mal construit, un livre de catéchisme sur lequel je ne peux prononcer, parce qu'il y avait bien sûr sourates de Coran très connues, très courtes, poétiques, mais là-bas, effectivement, fonctionnait autrement pour la prière quotidienne, si vous voulez. Il ne fallait pas que je prononce sur ce sujet. Donc, singulière, une partie qui peut englober l'universel et ensuite devenir encore vide. Singulière reste englobant, gardant l'universel, mais tout en restant singulier. Alors, c'est ça l'ironie architecturale, si vous voulez, une sorte d'ironie romantique, un singulier qui garderait tout l'intelligible ou tout l'universel comme symbole. Le symbole, non pas une partie de symbole, processus de symbolisation, mais le symbole. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est-à-dire que ça fait une syncope. Syncope, c'est-à-dire dans la théorie du sujet, c'est perdre ses bagages. Voilà, il fallait noter aussi motif mobile de mon discours ce matin, c'était ça. J'ai perdu mon bagage, mais où est mon bagage? Je ne savais pas pendant
ce bref séjour exalté dans les deux, disons, maisons, je ne savais pas que je perdais mes bagages, de mes caches, de mes mémoires, et même, pourquoi pas, mes archanges trans-immigrés vers moi. Je ne savais pas. J'ai fait un petit enregistrement quand même. Je le gardais. Comme je n'étais pas seul dans cette immense désert, et je n'ai pas pu faire une véritable retentissement intérieur résonante, une vibration, ondulation, une réflexion sur soi. C'était trop superficiel par rapport à ce que je perds et dont je suis chargé aussi. Finalement, le mot archangéologie et son transimmigration, ça fait l'un des chapitres de Sohrawardi qui est sous mes yeux. Dès que j'ai prononcé le mot angéologie, effectivement, lui, il utilise plutôt archangélique. Et il parle de transmigration. Dans le livre de la sagesse orientale, traduit bien sûr par Henri Corbin, qui était le cours d'aujourd'hui, secourir. C'est un livre pour secourir tout cet désordre. Mieux que le vent de Pan qui m'a frappé, cette fois-ci, un rapport entre platonisme du XIIe, XIIIe siècle et un recours à Zoroastre. Là, ce sont des choses qui m'intriguent. Surtout, effectivement, quand on dit transimmigration des anges, effectivement, ceux qui viennent de Perse, de Zoroastre. Il faut également noter qu'en fait, tout à l'heure, j'ai dit, je racontais l'autre film en disant que le film de la veille, voilà, le titre, c'était À la charnière de biotechnologie. C'est donc cette dernière, disons, occurrence ou récurrence serait une suite à cela que j'ai fait un rapprochement entre logotechnologie et notre manière de procéder dans le méandre ou des dalles de notre esprit, pour l'instant insondable, mais comme disait André Breton, à reculons, on peut refaire tout le chemin, et par ordre, bizarrement, parce que ce qui m'a envoyé Caravansérail et puis cette maison de Renaissance nouait des liaisons dans un séjour de synthèse plus actif car cette synthèse passive sédimentaire avait eu une certaine maturité et ça synthétisait, si vous voulez, latéralement ou en longitude ou en latitude. Ce sont des expressions de Sohrawardi. Moi, j'utilise synchronie et diachronie. Lui, longitude et altitude, plutôt. Donc, ça se trouve dans le livre 3. Complément de l'exposé sur les lumières archangéliques. De l'autre,
longitudinal et de l'autre latitudinal sur la prééternité du temps et sur la post-éternité. On t'a constitué ainsi. Tu es ainsi. Et tu as préféré à un moment donné, très tôt même, comme la plupart d'adolescents, d'être comme non. Tu dis non, mais tu as participé à la vie active et contemplative. On ne t'a pas guidé, on t'a laissé faire. Tu avais tes parents, tes précepteurs. Tu vivais quand même dans un milieu urbain et il y avait à peu près un état historique. On t'a chargé des images. On n'a pas intervenu, on t'a laissé à te promener. Tu as vu, tu as réfléchi, tu as une attirance d'image. Et puis, tu as connu tout d'un coup la volume. Volume, non pas de ta voix, pas encore, tu n'avais pas de voix. Tu écoutais, tu avais une grande oreille, deux oreilles et des yeux noirs. Et tu écoutais, tu essayais de trouver un sens, une totalité. Mais il te manquait encore cette perspective de profondeur, des dimensions. Et tu es allé aux bibliothèques. Tu étais très proche des bibliothèques, des lieux d'instruction. Et on t'a mis des mauvais exemples partout par semaine. Hein? Tu as vu la nature indomptable. C'est une mise en scène pour toi, pour que tu fleuris. On ne t'a pas intervenu. On ne t'a pas écouté dans tes prières. Tu as jeûné. Mais c'est pour toi, c'est pas pour nous. Et tu as découvert ton corps. Tout d'un coup. Là, comme chaque adolescent, tu as fini d'apprendre, différer, et mettre en substitut la peinture, la photographie, et plus tard l'écriture. Et tu t'es enfui dans un mouvement rectangulaire et proportionnel. Mais on t'a montré des ruines. C'est-à-dire que tu ne construiras pas. Si tu construis, tu auras des ruines. Maintenant, tu étudies les ruines. Tu vas découvrir la profondeur. Non. N'a pas de chagrin. On ne t'a pas montré des scènes terribles, ni des morts ensevelis. Tu as perdu un peu trop tôt, ton grand-père, Hassan. Et maintenant, je sais que tu es venu pour lui dans le cimetière de Kozlou, mais tu n'as pas osé d'y aller. Mais tu envisages de te faire ensevelir là,
dans l'ancien cimetière de Kozlou, près de Mevlana Kapı. Donc, on va s'arranger, c'est facile. Tu ne vas pas rester longtemps, le corps pourri, sous la terre. Mais ton âme rester sur une effigie. Là, on te promet une deuxième création. C'est pas pour toi, ce qu'on appelle Belzach, qui durera. Tu ne peux pas compter avec tes années de lumière. On ne te donne pas des chiffres, mais tu as au moins une possibilité de te progresser encore, presque dans un temps illimité que nous appelons fini illimité. La seule chose, tu n'auras pas de nostalgie de la terre là-bas parce que il y aura des affinités sélectives, mais non pas une communauté. Chacun sera responsable de soi-même. Même tes parents ne t'occuperont plus parce qu'il n'y aura pas de problème ni d'alimentation, ni de revenus, ni d'approvisionnement. Tu auras ton semelle spirituelle par ta force, par ton faire être. Toi-même d'abord. Tu auras une deuxième existence. Ce n'est pas une ressuscitation, ce n'est pas une résurrection, c'est pour tout le monde. Après, quand tu as passé, fini, élu, pour aller vers le conseil en courbe ascendant et descendant. Là, il n'y a plus de directionnalité dans l'espace et le temps. Tu auras là le goût, seulement le goût de l'éternel. Tu ne verras pas l'éternel. Le monde, les mondes existent pour toujours, mais par périodisation. Il y a des régions inhabitées, là, comme tu n'as pas de corps, tu peux y habiter. Inhabitable sera ta région. Cette fois-ci, tu vas faire comme non, ton ancien vie terrestre, qui était une petite rictus, un clin d'œil pour toi. Tu étais trop lent à te progresser. Tu as dépassé ton temps. Tu as appris les choses plus tard. Mais tu connaissais déjà des schèmes dans sa totalité. C'est-à-dire que tu avais choisi une mode de vie déjà. Dit comme non. Mais très bon observateur et très bon traducteur au sens large du terme. Tu transcris et tu transposes et tu juxtaposes, tu superposes et tu divises et tu fais un certain montage qui nous fait parfois rire, mais nous sommes indifférents à ce que tu fais, tu joues.
es libre. On ne t'a pas intervenu. On t'interviendra pas non plus dans le milieu de Berzach, mais seulement là-bas. Tu auras des exemples encore plus supérieurs que toi, et là, ton chagrin de te progresser va continuer par une certaine, non pas jalousie, il n'y aura pas de jalousie parce que tu n'auras pas de contact avec personne, mais par leur vue, tu seras excité encore plus et tu auras des conversations qui vont te donner quelques remarques sur le cheminement que tu as pris, et s'il te trouve intéressant, il sera de leur, tu seras de leur, et tu auras la possibilité de faire être tes siens. Faire être tes siens, je sais que tu as enseigné et tu as essayé de transformer un peu le monde, mais tu as vite changé d'avis, de collectivité, d'un salut total, mais tu as découvert ta différence. Et tu as joué ornemental. Tu avais une certaine vitesse, une ingénuité, il faut bien accepter, tu as des raccourcis. Tu ne vas pas trop vite, mais tu sautes, tu sautilles, et personne ne te suit. On a remarqué que tu es seul et personne ne te suit, et personne n'est curieux de toi. Mais à Berzach, tout le monde serait curieux à ce que tu fais. Parce qu'il n'y a pas d'inintéressant là-bas. Tu sais, après, il y a un jour de Dieu, un bouleversement total. Là, on ne peut te dire aucune information sur cet après, sur laquelle tu serais sourd et muet comme n'importe quelle créature. Je sais que tu as déclaré Dieu plante, Dieu animal. Ça ne nous honore que par ta propre prophétie. Tu as quand même compris que ta globe terrestre n'était qu'un clin d'œil, y compris tes plantes et tes animaux, sans lesquels tu aurais été rien, une petite poussière, et tu vas y retourner d'ailleurs. Voilà sur le verdi ce matin. Tu es austère, mon fils. Tu manges les rudiments. Tu n'aimes pas les fastes. Tu as un corps chétif, mais très rigoureux. Tu es un juif errant. Tu n'as pas de limite dans ton horizon, mais on te détourne le chemin. On ne veut pas que tu t'abîmes très tôt. Oh, Mevlana kapı, yeni kapı, Mevlevi hanesi, Kozlu, Merkez Efendi. Tu peux y aller dans une journée plus agréable. Tu es maintenant dans une traversée aride
du désert. Tu viens d'une ville peuplée, mais tu traverses un désert. Il n'y a personne sur ta route. Il n'y a personne qui dit « Bonjour, monsieur Courbet ». Rien de cela. Tu erres. Tu as le droit de t'errer. Je ne sais pas si tu as l'intérêt de t'errer avant de te faire enterrer. Tu vas compter sur quoi tu décideras. Tu lis des textes additifs pour comprendre là où il a erré ou pas erré sur Sohrawardi ou Ibn Arabi et tu vas mettre ta différence. Sinon, à Berzah, ils ont dessiné pour toi le plus bas rang de l'humanité. Qu'est-ce que tu fais encore sous cet arbre de noiserie et entre deux arbres qui te va bien, l'autre c'est figuier. Tu écrivais ce matin très tôt, fugue, encore tu es en fugue, et tu calcules tes toccata, et tu disais bizarrement scato. Non, tu remplis et tu te vides, c'est ta vie corporelle, journal. Donc, il y a une expérience de Lavoisier qui est reprise par André Breton. Et c'est une expérience de récipient parallèle. Oui, c'est pour montrer que dans une pression atmosphérique et dans une altitude précise, l'eau dans n'importe quel récipient aura la même altitude et longitude. C'est ça, diagramme. C'est facile, tu auras au moins 2-3 paramètres dans la vie. Tes critères, tes jugements. Ton immense figuier sous les murailles, tu n'as pas le droit d'entrer en ville encore. Tu attendrais au rais des murailles de ta ville. Tu n'aurais pas dû sortir de ta ville. Maintenant, tu es interdit d'entrer. Interdit par scandalon. Scandé. Tu es scandé. Tu es coincé. Tu es surveillé. Tu es vu de toutes parts. Et tu n'as pas monté cette tour, pas encore. Mais tu es entré là-dedans, n'est-ce pas? Tu as vu la coupole baroque, là où une lumière, effectivement, comme on disait, un plissement dans le plissement, on ne voit pas le ciel, mais on suggère qu'il y a le ciel. Bien sûr que c'est protéger le toit des intempéries,
mais suggestion de lumière qui ne vient pas directement, mais suivant courbure de l'architecture, ça descend en lumière inondante, effectivement, ce qui veut dire que la lumière des lumières te sont interdites. Pour l'instant, tu es dans une monade, mais ce n'est pas une monade uniforme qui se répète, mais une monade singulière. Là, tu peux te singulariser dans ta monade et même dans le cosmos qu'on dit Barzakh ou Araf, et selon Dante, purgatoire. Là, tu n'auras plus de cœur, mais tu seras encore en attente. Et tu trouveras tout ton approvisionnement de tout seul, et non pas à travers une production des biens matériels, mais tu seras une pure production et tu vas te faire, tu vas t'évaluer, encore jusqu'à le jour du Dieu, le jour de jugement. Là, à la fois les vivants, à la fois les morts seront affolés, dit-il, Sohrawardi. Le temps d'attente, un jour, une semaine, 50 milliards d'années, qui compte une semaine pour Dieu. Voilà, une espèce et temporalité tracée dans ce petit matin, à partir de ma lecture de Sohrawardi, le livre de sagesse, qui interprète abondamment Muhyiddin el-Arabi, et qui a fondé quand même Sohrawardi l'école, disons, néo-platonicien islamique chiite de Isfahan, et qu'il a eu deux grands commentateurs qui ont écrit de 5 livres sur lui, Malakat, donc reproduit et traduit par Henri Corbin dans les années de 1976. Quand j'étais 16 ans, insouciant, très intègre garçon. Bir güzel düşer, sen de tek sevgili aklıma düştün, gurbette sevgilim yadıma düştün.